C'est quelque chose d'extraordinaire parce que pour moi, il n'y a rien de tel que de pouvoir aligner ses valeurs personnelles à celles de l'entreprise pour laquelle on travaille. Une erreur qui arrive souvent, c'est de trop lier digital à technologie. Depuis plus de 20 ans, Habib Bamba chemine entre les mondes du conseil, de la data, du digital, des médias et de l'impact social. De HEC Montréal à Orange Côte d'Ivoire, en passant par Accenture, Deloitte, encore la Fondation Orange, il a bâti un parcours riche, exigeant et surtout cohérent. Aujourd'hui, directeur de la transformation du digital et des médias chez Orange Côte d'Ivoire, mais aussi directeur de sa fondation, il incarne cette génération de leaders africains qui croient à la puissance de l'innovation responsable. Avec lui, nous allons parler de parcours, de conviction, de leadership, de transformation numérique et d'Afrique. Une Afrique qui invente ses propres chemins. Bienvenue dans cet entretien avec Habib Bamba. Bonjour. Merci Habib de nous recevoir dans votre bureau. Merci à vous. Merci pour cette belle introduction. Vous avez évolué entre l'Afrique et l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que ce parcours international a forgé chez vous, à la fois humainement et professionnellement? Déjà, merci pour cette question, merci pour l'entretien. Et je pense que c'est à la base de tout. Vous avez parlé d'Afrique, vous avez parlé d'Amérique du Nord. J'ai eu la chance de faire un peu l'Europe aussi. Je fais mon lycée en Italie. Et je pense que c'est vraiment des expériences de vie. C'est vraiment l'école de la vie. Pour moi, la diversité, c'est clé. Parce que pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un esprit ouvert. Et je pense que justement, c'est être confronté à différents types de cultures, différents types d'environnements, ça ouvre l'esprit. Je pense que c'est un élément clé et qui fait qu'on voit peut-être un peu les choses différemment. Et dans des environnements comme les nôtres, surtout quand on revient en Afrique, c'est important justement d'avoir vu un peu ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Amérique du Nord, ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans des environnements très modernisés ou des environnements plus challengés. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a beaucoup de moyens? Est-ce qu'on peut faire quand on a moins de moyens, dans des types de formations, quand on est dans des grandes écoles, universités très modernes, comment on apprend et puis comment on apprend aussi quand c'est personnalisé. Donc, je pense que j'ai eu la chance de bénéficier d'une diversité d'expériences, que ce soit professionnelle, que ce soit de vie. Et je pense que ça a joué beaucoup, même sur ma personnalité. Je pense que même en termes de... On arrivera après sur le professionnel, le fait d'avoir, par exemple, travaillé en cabinet de conseil, permet d'aller dans beaucoup d'entreprises, voir beaucoup de choses. Ça fait que on sait comment ça se passe dans une entreprise, une top entreprise internationale, comment ça se passe dans une entreprise publique, locale, comment ça se passe. Et je pense que tout ça, ça forge l'esprit et tout ça, c'est très important en fait demain quand il faut prendre des décisions parce que ça permet d'avoir différents angles, différentes sensibilités. Tout à fait. Et merci pour cette première réponse. Et justement, en termes de transition, entre les premières expériences au Canada et le retour en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous l'avez appréhendé? Est-ce qu'il y a eu un décalage ou l'adaptation s'est faite assez rapidement? Mais je pense que j'ai été quand même assez chanceux. Je suis rentré quand même, ça fait un moment, je suis rentré depuis 2009, donc ça fait 16 ans que je suis là. Et j'ai eu une chance, c'est que j'étais en cabinet de conseil au Canada et je suis rentré en cabinet de conseil ici. Dans le même type de cabinet de conseil internationaux, bien structurés, etc. Donc j'étais sur une base que je maîtrisais déjà. Donc, je pense que ça a permis d'avoir une transition plus douce. Et je pense aussi, comme je disais tout à l'heure, le fait de rentrer en cabinet de conseil a facilité la vie parce que je me suis retrouvé dans différentes petites missions chez différentes entreprises. Donc, ça permet de s'adapter, de comprendre, de découvrir, de se déplacer. Je ne me suis pas retrouvé dans une entreprise lambda en Côte d'Ivoire, paf, alors qu'on était, dit n'importe quoi, chez Apple en Silicon Valley. Et là, tout d'un coup, c'est le jour et la nuit. Donc, je suis resté dans le même type d'entreprise et j'ai vu des cabinets. Et ensuite, j'ai eu des missions et j'ai vu voilà, que Côte d'Ivoire, il y a différents types d'entreprises, il y a différents types de leaders, il y a différents types d'atmosphères et j'ai pu adapter, mais en restant sous mon petit cocon du cabinet. Donc, il y a eu un mix entre confort et découverte. Et dans mon cas personnel, en tout cas, c'est quelque chose qui s'est très bien passé. J'ai été longtemps et je suis toujours un avocat des RIPAD. Ça a encouragé beaucoup de personnes à rentrer parce que je sais que tout le monde a ses propres expériences. Mais la mienne s'est très bien passée. Ce que je disais souvent, c'est que quand j'étais au Canada, j'avais l'impression un peu plus d'être un numéro.
C'est-à-dire que des expertises comme la mienne, j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup plus. Et donc, comme vous êtes dans un cabinet, il y a des milliers de collaborateurs, vous n'êtes pas disponible en main tout seul. Et quand je suis arrivé là, j'ai eu l'impression que mon expertise était un peu plus valorisée, qu'elle était un peu plus unique. Quand vous arrivez, c'est Habib Bamba, on a besoin de ce que vous faites, on a besoin de ce que vous apportez, etc. Et je trouve que c'est quelque part plus gratifiant de se dire, j'amène quelque chose. J'étais sur des problématiques où il y avait déjà beaucoup de choses déjà faites. Vous dites, voilà comment vous allez améliorer un peu plus ce processus. Quand je suis arrivé, surtout au début, maintenant on est en train d'être un peu plus mature, mais c'était plus dans des choses à faire. Et donc, ça avait ce côté gratifiant de dire, waouh, ça n'existe pas. Et on a eu des missions qu'on a pu faire, quand peut-être on ne faisait plus ailleurs, mettre en place certaines choses, et que justement, certains adoraient venir d'Europe, des experts, pour venir faire ce genre de choses, parce qu'il y avait encore l'opportunité de réaliser ces choses-là. Mais moi, on avait un terrain encore fertile, avec beaucoup de choses à faire. Et donc, on a pu faire des choses un peu from scratch. Et ça, c'est top. Et ça fait partie des choses, je pense, qu'on a quand on vient souvent en Afrique. Intéressant tout ça. Mais aujourd'hui, vous êtes Chief Digital Officer d'Orange Côte d'Ivoire. Vous êtes au cœur de la stratégie de transformation de cette entreprise. En quoi consiste concrètement votre mission? Ma mission, en fait, c'est de permettre à Orange de capitaliser au maximum sur les opportunités incroyables offertes aujourd'hui par le numérique. En pleine transformation du numérique, transformation des usages de nos clients, d'opportunités avec la data, l'IA, avec la connectivité, avec tout ça. On se dit, ce n'est pas juste, on verra peut-être dans le sujet, digitaliser les choses, etc. Mais il faut vraiment se transformer, vraiment changer notre manière de faire. C'est de se dire, Orange a pris l'initiative d'avoir une direction dédiée à la transformation digitale, c'est de dire, transformation digitale, c'est beaucoup de choses. On met tout en un dans une direction. Pouvoir changer les parcours de nos clients. S'assurer qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes confronté à Orange, par exemple, vous pouvez avoir accès au monde au bout des doigts. Tous vos services, tout ce que vous voulez faire, etc. Vous puissiez l'avoir depuis votre téléphone, sans vous déplacer, etc. Donc, comment on capitalise sur le numérique vraiment pour changer l'expérience de nos clients? Comment on capitalise sur le numérique pour changer nos process? Pour dire, on veut de la signature électronique, on veut de la robotisation, on veut améliorer nos coûts, etc. Comment je fais ça aujourd'hui? Comment j'innove? Comment je dis, voilà, j'ai des opportunités, mais comment je fais mieux? Comment je développe de nouveaux services? Comment j'innove? Comment je vais vers de nouveaux contenus digitaux? Donc, c'est vraiment comment je capitalise sur le numérique pour me transformer, mais surtout pour créer de la valeur pour tout l'écosystème, pour les clients, pour nos collaborateurs, pour nos partenaires, etc. Et c'est ce qu'on essaie de faire au sein de cette direction. Intéressant tout ça. Et vous êtes aussi à la tête de la Fondation Orange. Qu'est-ce qui vous motive dans cet engagement social, en plus des missions que vous avez déjà en tant que directeur de la transformation? Et quel projet peut-être vous ont particulièrement marqué dans ce cadre-là ces dernières années? D'accord. Ça fait 7 ans que je suis à Orange, donc 7 ans que je suis sur la direction de la transformation du numérique et des médias. Et depuis un peu plus de 4 ans, j'ai eu la chance de me voir également confier la Fondation Orange. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que pour moi, il n'y a rien de tel que de pouvoir aligner ses valeurs personnelles à celles de l'entreprise pour laquelle on travaille. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il n'y a rien de tel. J'ai une expression qui dit si faites quelque chose que vous aimez, vous aurez l'impression de ne jamais travailler un jour de votre vie. Et je pense que c'est ça. Moi, même si je n'étais pas Orange, j'essaierais quand même d'avoir un impact dans mon environnement, dans ma société. Avant Orange, par exemple, je faisais partie d'organisations comme Africa 2.0, etc., où on essayait d'avoir des programmes de mentoring, on essayait de collecter de l'argent pour aider ceux qui ne pouvaient pas étudier dans certains endroits, où on essayait d'avoir des programmes pour dire comment former au numérique des jeunes, etc. Et à un moment donné, vous arrivez dans un positionnement comme celui d'Orange, vous dites, tiens, voilà une entreprise qui est responsable et qui a ce souhait-là de dire, ah ben vous vous occupez du digital. Mais ce n'est pas que le digital d'Orange, vous avez la possibilité de monter une école du code ou un centre digital pour accompagner l'écosystème. Pour moi, ça fait un plaisir de dire, mais génial, mon travail premier, c'est peut-être comment numériser pour les clients Orange, etc. Mais si j'ai cette possibilité de monter une école du code, de faire un écosystème et de permettre à beaucoup plus de jeunes d'être formés comme il faut et d'avoir accès aux nouveaux outils, c'est génial. Et par cette transition-là, j'ai pu petit à petit me voir confier carrément toute la fondation. On dit, Orange, on a tout un budget, toute une partie de nos bénéfices qu'on veut mettre à profit pour améliorer les conditions de vie des populations, au-delà de ce qu'on fait de manière propre. Parce qu'on se dit, on est Orange,
On permet d'apporter la connectivité, on permet d'apporter des services, on permet d'apporter de monnaie, donc l'inclusion financière partout. Donc on se dit déjà qu'on contribue à améliorer les conditions de vie des populations, mais on sait qu'en Afrique, comme partout, on a des besoins dans la santé, dans l'éducation, dans la culture, sur des choses qui ne sont pas dans notre ADN. On se dit, on a une fondation, on est prêt à mettre la main à la poche, de mettre des ressources dédiées pour accompagner, impacter sur ces secteurs-là. Et donc de pouvoir, en même temps que je continue d'intervenir sur le numérique, avoir cet accès-là et de dire, parler de projets impactants. Moi, mon chouchou, j'ai toujours le programme Génération Orange. On a la cérémonie qui arrive, Génération Orange, c'est un programme de bourse où on va accompagner chaque année une quarantaine de jeunes sélectionnés à la fin de la troisième. On va accompagner jusqu'au bac avec mentoring, bourse, paiement de tout ce qui est kit scolaire, fournitures, etc. Mise à disposition de stages dans Orange. On leur donne un laptop, etc. Et ces 40 jeunes, on veut s'assurer qu'on puisse les accompagner seconde, première, terminale jusqu'au bac. Et on sélectionne les meilleurs, puisqu'on a une liste des 100 meilleurs de l'éducation nationale à la fin du brevet. Mais parmi ceux-là, on va regarder les 40 qui viennent de situations financières les plus difficiles. On veut s'assurer que les élèves brillants qui viennent de situations difficiles puissent avoir les moyens et avoir tout l'accompagnement nécessaire pour continuer à être brillant, arriver au bac et être accompagné d'elle. Et ce qu'on a pu rajouter après mon arrivée, c'est que je me suis dit, mais ce programme, il est magnifique, il existe avant que je jeune. Mais et si on accompagnait le post-bac? Et si on félicitait encore les meilleurs? Depuis, on a lancé le post-bac. Donc, chaque année, le top 5 de ceux qui ont le bac, on les accompagne maintenant post-bac. 30 000 € pour aller étudier à l'étranger, éventuellement dans les meilleures universités. Plus de 6 à 10 en accompagnement financier, même pour ceux qui étudient en local. Et pour tous les autres également, de l'accompagnement. Donc, pour moi, ça, c'est génial de se dire qu'on peut contribuer chaque année, chaque jeune Ivoirien. Je dis, si je suis vraiment bon, je suis excellent, je fais partie des meilleurs à l'échelle nationale. Je sais qu'avec un programme comme ça, je serai accompagné jusqu'au bac, je serai accompagné même post-bac, j'aurai accès aux meilleures prépas, universités à l'étranger et tout ça, accompagné par une entreprise. Pour moi, c'est quelque chose de génial. Et ça, c'est un exemple de projet, mais pouvoir avoir accès aux moyens pour permettre des projets de ce type, même sur le plan personnel, c'est gratifiant. Je parlais de mentoring. Chacun des 40 jeunes, chaque année, se voit attribuer un mentor bénévole Orange. Et je peux vous dire qu'on a plus de demandes qu'on a d'enfants accompagnés. Parce que c'est gratifiant pour tous les collaborateurs de se dire, j'ai mon filleul Génération Orange que j'accompagne. Cette année, il a eu le bac, il a telle mention, il étudie ici. Et après, les premières cohortes datent depuis 10 ans. On en a maintenant qui sont dans des grands cabinets à l'international, qui sont dans des belles entreprises. J'en ai vu un encore récemment qui est entré à Y Combinator, un des plus grands accélérateurs au monde, dans Silicon Valley, etc. Et la fierté de son parrain qui dit, vous avez vu, mon petit, c'est lui qui a eu le prix, c'est lui l'affiche sur LinkedIn, c'est nous qui avons accompagné ce jeune-là. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça fait beaucoup de missions et des missions intéressantes, beaucoup d'impact social. On va revenir à nouveau sur le sujet de la transformation digitale, qui est votre cœur de métier, qui est votre expertise de base. Alors, pour vous, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes aujourd'hui dans les projets digitaux des entreprises ou institutions africaines? Je ne sais pas si c'est forcément l'erreur la plus fréquente, mais je pense en tout cas qu'une erreur qui arrive souvent, c'est de trop lier le digital à la technologie. Pour moi, les meilleurs succès en transformation digitale, ce n'est pas ceux qui ont la meilleure technologie. Digital, ce n'est pas que de la technologie, c'est également de la transformation qui peut être humaine, qui peut aller beaucoup plus loin que ta technologie. Je m'appuie sur de la technologie, avec les données dont je dispose, le fait que j'ai aujourd'hui plus d'informations qui vont plus vite, le fait aujourd'hui que j'ai accès à des outils, mais vraiment pour créer de la valeur et vraiment pour avoir un effet transformationnel derrière de ma manière de faire. Comme je dis souvent, les meilleurs succès dans le digital, ce n'est pas ceux qui ont les meilleures technologies. La technologie de Facebook, d'autres l'avaient avant. Pas créer les réseaux sociaux, par exemple, ou pareil pour Uber ou d'autres, mais ceux qui ont vraiment su capitaliser sur cette technologie et en faire quelque chose qui répond à un vrai besoin ou qui crée de la valeur, qui identifie une niche, ont pu faire quelque chose d'intéressant. Je pense que souvent, il y a peut-être un peu trop ce focus technologique. Quels sont les investissements, quels sont les outils que vous avez développés, quel outil. Développer des outils, c'est peut-être juste une partie du chemin. On a souvent des belles applications, par exemple, mais si vous n'avez pas les utilisateurs dessus, ça ne sert à rien. Et le boulot pour amener des utilisateurs sur une application, des fois, il va demander autant de moyens, alors qu'on est prêt souvent à dire, je suis prêt à investir pour dire, il me faut ce super outil, la Rolls-Royce.
Est-ce que je suis prêt à investir derrière pour aller avoir les utilisateurs? On se dit que c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Il y a du marketing digital à faire, il y a de l'investissement, il y a pas mal de choses à faire. Si je veux passer de 500 000 à 4, 5, 6 millions, 10 millions d'utilisateurs sur cette application, si vous avez une application qui est utilisée par 100 personnes, vous ne pouvez pas avoir l'impact si c'est utilisé par 5 millions. Il faut dire que ce n'est pas uniquement mes outils, ça va beaucoup plus loin. Donc, en résumé, pas se focaliser uniquement que sur la technique, mais c'est beaucoup plus vaste en fait, quoi. Transformation digitale. Aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluerez la maturité numérique d'une organisation? Est-ce qu'il y a une sorte de grille ou un cadre que vous privilégierez? Bon, il n'y a pas, c'est pas une grille ou quelque chose qu'on peut faire de tête, mais il y a des études qui se font. J'ai eu la chance dans ma vie passée, comme vous l'avez dit, j'ai passé pas mal d'années en cabinet, de réaliser la première enquête sur la maturité numérique des entreprises en Côte d'Ivoire. Parce qu'on l'a fait en 2015, pour ne pas dire de bêtises, pour le compte du patronat ivoirien, la CGCI, donc, qui a diligenté le cabinet dans lequel je travaillais. Et donc, moi, avons pu réaliser donc, une enquête sur la maturité numérique des entreprises. Pour ça, il fallait définir une ligne, il fallait définir des axes. La transformation digitale, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dans une transformation digitale? Donc, comme je disais tout à l'heure, aller beaucoup plus loin. Donc, lui, parler de quelles sont vos manières de faire, quels sont les budgets, quels sont les objectifs, quelles sont les équipes sur le numérique, etc. Mais aller également sur qu'est-ce qu'on fait en termes de culture numérique. Est-ce qu'on a des ambassadeurs digitales? Est-ce qu'on a le turn at the top? Comment le top management évalue? Et donc, c'est vraiment toute une grille qu'il a fallu définir, des benchmarks également avec d'autres entreprises, par secteur, par acte, etc., pour sortir une approche, une méthodologie. Je pense pas que c'est quelque chose auquel on peut répondre comme ça, mais c'est quelque chose, par contre, qui doit faire l'objet d'études. Quand on veut commencer un programme de transformation digitale, c'est bien de pouvoir, quelque part, s'évaluer dans un écosystème et pouvoir dire, OK, aujourd'hui, peut-être à telle échelle, 2 ou 3, on aimerait arriver à 4 ou 5 par rapport à tels axes et telle dimension, ou arriver par ces axes-là, pour se situer ou pour évaluer. Je pense que c'est important de le faire. Après, il n'y a pas, je ne vais pas dire, je ne sais pas moi, tel indicateur, allez sur le web du Forum économique mondial et puis vous prenez ça. Non. On a pour les États, oui, pour leur maturité, il y a des indicateurs de l'IUT, du Forum, etc. Pour l'entreprise. Mais pas un indicateur international. C'est peut-être des études, c'est peut-être vous-même identifier et réaliser une étude derrière pour sortir de... Donc, en gros, c'est une sorte de faisceau d'arguments que vous allez essayer de... Une étude. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, est-ce que vous faites une différence entre digitalisation et transformation digitale? Parce que c'est à la mode aujourd'hui. Oui, bon, moi, après, j'aime pas jouer sur les termes et les chiffres. Parce que si on prend Scripto Sensu, on va vous dire digitalisation, c'est différent de transformation digitale parce que digitaliser, c'est partir de l'analogique au numérique. Et donc, c'est, en fait, quand je numérise quelque chose, par exemple, quand j'avais un papier, je le mets sur format numérique, je scanne, je digitalise. Le monde technologique, là où la transformation, ça va de manière beaucoup plus large. Je parlais tout à l'heure de transformation organisationnelle et de tout ça. Donc, ce serait la définition stricto sensu. Après, aujourd'hui, quand quelqu'un vous parle de digitaliser, je ne pense pas qu'il vous parle uniquement de le mettre sur le numérique, etc. On a je ne sais pas si c'est des abus de langage, mais bon, on va parler de numériser, de digitaliser, de transformer, mais je pense que l'idée générale, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une transformation numérique. On va plus loin que juste numériser ou informatiser des choses. On se dit maintenant que le numérique est autour de nous. On a accès à des choses incroyables, connectivité de très haut niveau, énormément de données, à énormément d'outils, à du social, à des outils d'IA, de blockchain, etc. Et tous ces outils-là peuvent me permettre de créer de la valeur, ils peuvent me permettre de changer mes manières de faire et de me transformer. Dans ce cadre-là, je suis dans un sujet de transformation digitale et aujourd'hui, on est dans cette quatrième évolution industrielle, dans cette ère où finalement, tout le monde doit se poser la question comment je capitalise ces opportunités-là et comment finalement je me sers de tous ces outils numériques et autour de moi pour vraiment créer de la valeur et faire ce que je fais différemment. Très bien. Il y a récemment eu le salon Vivatech. On voit qu'en Côte d'Ivoire, il y a un écosystème qui se crée avec plus en plus d'incubateurs, d'accélérateurs. Il y a beaucoup de volonté. Aussi un ministère
de l'économie numérique qui essaie de mettre en place une organisation comme le CI20 qui émerge, etc. Vous observez depuis longtemps ces dynamiques d'innovation. Quelles sont selon vous aujourd'hui les faiblesses structurelles de l'écosystème africain, peut-être en particulier ivoirien, puisque vous évoluez beaucoup dans cet écosystème-là, et puis d'un autre côté, ses plus grands atouts? D'accord, oula, la question est large. Déjà, vous m'avez parlé de Vivantech, etc. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a des grands rendez-vous internationaux, le CESA des gaz, Vivantech, JTEX, notamment Africa au Maroc maintenant, et la Ivoirtech qui arrive très bientôt ici en Côte d'Ivoire, donc avec le ministère de l'économie numérique. Au niveau déjà africain, parce que maintenant, par exemple, à Vivantech, on a l'Africa Tech qui est présente et on a même un pavillon Salon Côte d'Ivoire où on a tout notre écosystème de startups qui est présent. Ils étaient présents également au JTEX, ils seront là également à Ivoirtech. Donc on voit un écosystème qui est devenu plus visible, mieux structuré. Je vais parler du CI20, un peu comment dirais-je, le patronat des startups, peut-être pour l'appeler ainsi. J'ai eu la chance de voir cet écosystème, qu'on dit, sur ces 15 dernières années, mieux se structurer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi étatique. On a vu les lois start-up arriver, on voit l'État les mains dans la main avec le CI20 et les autres organisations au niveau de ça. Et on voit qu'on a besoin d'un écosystème fort parce qu'on commence à avoir des bons exemples. On se dit, on a besoin de champions nationaux, de champions de demain. Et par rapport à ça, il faut donner des conditions aux startups. Il ne suffit pas d'avoir des belles idées. Tout le monde peut avoir des belles idées. Mais comment je me structure, comment je m'organise, comment j'ai des moyens de départ, comment j'ai l'accompagnement peut me permettre. Et il y a des exemples comme on a vu en Silicon Valley, etc. On voit que dans le numérique, il y a un vrai sujet d'écosystème à mettre en place. Donc je pense qu'en Afrique maintenant, on l'a compris. Et donc cet écosystème-là est en train de se construire. Les différents écosystèmes entre guillemets sont en train d'être construits. Nous, par exemple, au niveau d'Orange, on a essayé de construire notre écosystème autour des Orange Digital Center, autour du programme d'Orange Fab qui va avoir 10 ans, qui est avec un programme d'accélération des startups pour identifier des startups, pour les accompagner, pour les financer, pour les emmener dans les salons internationaux. Nous sommes chaque année avec notre cohorte de startups en accélération. À United, par exemple, pour revenir sur ce que vous avez cité dans votre question. Et on les accompagne, on essaie de faire des partenariats gagnant-gagnant avec eux, on essaie de les mettre en visibilité financière, de créer quelque chose. Parce qu'il ne suffit pas de financer, par exemple, des startups, il ne suffit pas de les former, mais c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ça. Je pense que tout le monde l'a compris. Il fallait vraiment faire monter en maturité tout un écosystème si on voulait avoir des vrais champions. Ce n'est pas des entrepreneurs stars qui vont tout seuls et c'est pas parce que j'ai la bonne idée ou il ne suffit pas d'avoir le maximum de financement. On avait un focus très financement. C'est vrai qu'on continue de voir ça, hein, qui a levé tant de fonds et on se dit waouh, telle startup a levé des fonds, donc c'est génial. Mais je pense qu'il y a des écosystèmes à créer qui sont en train d'être créés. On en a pris conscience au niveau africain et on commence à avoir de belles choses et je pense qu'on commence à avoir également de belles exemples de startups qui arrivent. Donc, gros sujet et beaucoup de choses en perspective en tout cas. J'espère qu'il y aura beaucoup d'évolutions jusqu'on arrive au niveau, bon, Silicon Valley c'est très avancé, mais dans tous les cas qu'on arrive à concurrencer parmi les meilleurs écosystèmes numériques. Moi, mon idée en tout cas, c'est, je dis toujours, on commence à avoir de beaux exemples d'entreprises qui s'appuient sur le numérique, qui se développent. Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, pour la livraison, pour le transport, pour les premières stars, c'est un peu les achats en ligne, Jumia, etc. Mais aujourd'hui, des exemples, on en a beaucoup plus. Moi, mon souhait, c'est que justement, au-delà de se dire, on a commencé à avoir quelques beaux exemples d'entreprises qui ont levé des fonds, qu'on est vraiment parmi ces entreprises stars que vous utilisez dans votre quotidien et que des millions d'Ivoiriens utilisent tous les jours, soit vraiment des entreprises locales faites par des jeunes d'ici qui ont commencé en petite start-up, qui sont entrés dans tout ça et maintenant, pour moi, c'est ça le révélateur. Dire, tiens, moi, mon application est utilisée aujourd'hui par 10-15 millions d'Ivoiriens qui génèrent ceci et qui l'utilisent tous les jours pour faire ça et ça. Quand on aura ça, on aura vraiment réussi. Alors, quels sont, selon vous, les 3 domaines où l'Afrique pourrait réellement sauter des étapes dans les 10 prochaines années?
dans une logique de leapfrog. D'accord. Oula. Les 3 domaines. 3 domaines que vous voyez. Et quand vous dites domaine, vous parlez des domaines d'activité ou à quoi vous pensez? Domaine dans le secteur digital. Dans le secteur de transformation numérique digitale. Ok, donc vous pensez à des axes du digital, par exemple à l'IA, des choses. C'est ça. Ah, ok, d'accord, je comprends un peu mieux la question. Bon, 3 domaines dans lesquels on peut leapfrog. Je n'ai pas des domaines spécifiques en tête. Je pense en termes de saut technologique. Je sais en tout cas qu'il y a des opportunités concrètes pour nous ici. Je pense qu'aujourd'hui, je vais apprendre même à personne qu'on est à l'ère de l'IA. Parce que l'IA représente une opportunité incroyable et c'est l'avenir. C'est dans l'IA que tous les experts investissent, c'est dans l'IA que on sait qu'on commence à avoir de plus en plus de cas d'usage concrets dans toutes les industries. Et il y a la nécessité d'investir dedans, la nécessité de se donner les moyens de faire les belles choses. Donc, leapfrog, est-ce que on a un saut technologique, on ne sait pas dessus, mais je pense en tout cas que, au moins, si l'idée de la question c'était, entre guillemets, sous-secteur d'avenir dans le digital, je dirais que l'IA, c'est le chemin. Le premier. Après, en dehors d'IA, il y a eu tellement de choses. On a parlé d'IoT, de cloud, de blockchain. On a vu aussi que les grands fonds américains, par exemple, investissaient beaucoup dans les data centers, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel les États africains aussi devraient s'orienter, en tout cas? Oui, je pense que ça, c'est... on arrive sur beaucoup de sujets. On peut toucher notamment à la souveraineté, à la souveraineté des données. Je pense que déjà, la capacité, puisque tout part aujourd'hui de la donnée. Donc déjà, avant de parler de souveraineté, il y a cette nécessité-là aujourd'hui de se dire que je veux structurer ma donnée et je veux avoir les moyens d'avoir le maximum de données pertinentes pour moi, rapidement, comme il faut, etc. Donc, plus j'évolue et plus pour ça, il faut des gros, entre guillemets, data centers. Donc, nous, par exemple, avons des data centers, d'autres commencent à investir dans des data centers, même des data centers responsables, énergie solaire, etc. Et je pense que les États aujourd'hui se posent la question de se dire, mais tiens, il faudrait que nous-mêmes aussi, on puisse avoir des data centers. On ne peut pas avoir certains éléments clés de nos États gérés directement via le cloud à l'international, sans qu'on puisse avoir un peu de visibilité et de main dessus, pour pas qu'on puisse être coupé de nos propres données éventuellement. Et c'est des éléments qui... Cette prise de conscience devient de plus en plus forte. Donc forcément, oui, les États aussi rentrent également pour ça se dire, mais tiens, il faut qu'on apprenne les data centers dans certains niveaux. Chez qui on en a au Vitible, par exemple, de différentes ordres privés, publics, etc., pour permettre justement de processer un certain nombre de choses. Ça marche. On va maintenant entrer dans des questions de style leadership, de conviction. Est-ce qu'il y a une erreur ou un moment difficile de votre parcours, académique ou professionnel, dont vous avez tiré une leçon particulièrement forte? Quand on le regarde de loin, qu'on voit dans le miroir, on se dit, ah, mais tiens, on a l'impression que c'est successful, mec. Il est semé, entre guillemets, d'embûches, mais à chaque fois, c'est des moments où on apprend, en fait. Donc pour moi, j'ai une leçon spécifique, non, mais la deuxième, c'est d'avoir sa vision claire dans sa tête, se dire où je veux aller, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille chercher tel type d'expérience, tel type de formation, tel type de certification, tel type de spécialité, tel type de compétences, et petit à petit, évoluer avec ça, une vraie expertise, et évoluer derrière. Et moi, je crois personnellement qu'on a la capacité d'agir sur sa voie, sur son destin. Souvent, je sais que voilà, certains jeunes qui ont l'impression un peu qu'on subit ou on a un peu des têtises, bon, ça dépend de la chance, des opportunités que tu as, ça dépend. J'y crois pas trop. Je pense vraiment qu'on a la possibilité de driver son parcours, sa carrière, d'aller vers où on veut aller, même quand on vise très haut et très loin. On peut y arriver si on se donne les moyens. Moi, c'est ce que j'ai tiré. Il y a eu des moments où
On ne pouvait pas aller droit, il a fallu zigzaguer, tourner, mais quand on a ce cap et qu'on garde le cap, on y arrive. Est-ce que vous avez une routine personnelle? Rester à jour, inspiré ou aligné avec vos valeurs? Est-ce qu'il y a une sorte de rituel que vous avez? Non, je suis pas forcément rituel. Par contre, je pense que je reviens régulièrement à mes valeurs. C'est-à-dire que c'est d'essayer de ne jamais se retrouver emporté par le flow parce qu'on voilà, on a des activités, on a plein d'activités, il y a plein de challenges, il y a plein de choses. Et je disais tout à l'heure, il faut se donner une ligne droite et chercher à avancer. Il ne faut pas avancer, le tout pour avancer, même en fermant les yeux sur certaines choses ou en essayant d'avoir des raccourcis, etc. Bon, je pense qu'il est important de garder déjà ses valeurs et y revenir régulièrement, même lorsqu'on doit prendre des décisions, même professionnelles, pour penser à ses valeurs personnelles. Je pense que c'est important, surtout dans nos environnements, d'avoir une éthique personnelle, d'avoir un sens de responsabilité, même dans notre souhait d'évolution. Et je pense que ça, c'est un élément clé. Il ne faut pas se perdre. Et je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a tellement tout autour de nous. Je pense qu'il faut saisir ces opportunités. Dans votre question, vous avez parlé de veille. Il faut faire de la veille. Et cette veille-là, elle est beaucoup plus simple, elle est naturelle. Vous allez sur le net, vous avez tout. C'est juste qu'il faut aller le chercher parce que quand vous allez sur le net, vous allez d'abord avoir Facebook, vous allez d'abord avoir les rumeurs du jour, vous allez avoir beaucoup de divertissements qui vont vous sortir un peu de se dire oui, mais avoir aussi, aller suivre aussi les bonnes pages, aller suivre aussi les bons articles, faire un peu les bonnes recherches, avoir ce qu'il faut sur LinkedIn ou d'autres pour rester au fait de ce qui arrive, de ce qu'il y a de nouveau, suivre les bonnes personnes. Le terme influenceur fait fuir, il n'est pas mauvais. C'est pas quel influenceur vous suivez. Si vous êtes par exemple comme nous dans le domaine de la tech, il y a des influenceurs tech, il y a des personnes qui montrent ce qui arrive localement ou à l'international. Il suffit d'aller, si vous les suivez, ben après on va vous les proposer tous les jours. Vous irez, vous verrez, mais tiens, voilà ce qu'il y a, voilà telle chose qui arrive, voilà les véhicules autonomes, voilà ceci, voilà cela, voilà ce qu'il y a de nouveau. Qui vont vous ouvrir également. On a vu, on a l'impression que beaucoup de personnes se plaignent. Ah, il y a des fake news, là, il y a des... Mais bon, c'est parce que c'est vrai qu'il y en a, on est entouré, mais ne perdons pas de vue qu'on a aussi une opportunité incroyable d'avoir accès à toutes ces informations. Et c'est à nous de trier, filtrer et de liker les bonnes choses de manière à ce qu'on ait accès à cette veille facile qu'on a aujourd'hui d'avoir les bons articles de presse et les bons articles. Très bien. Dernière question. Est-ce que vous avez un rêve que vous n'avez pas encore accompli, professionnellement ou personnellement? Ouf. Je ne sais pas si j'ai un rêve que je n'ai pas accompli, mais je pense que je ne suis pas encore au bout du chemin. Je pense qu'il y a encore tellement de belles choses à faire. Je pense que moi, en tout cas, ce que j'ai toujours voulu, c'est d'avoir un impact. Et donc, j'ai tout de suite souhaité aller vers le numérique parce que je me suis dit, tout de suite vu il y a une vingtaine d'années que mais voilà, une opportunité incroyable, notamment pour l'Afrique, d'être au même niveau que les meilleurs dans le monde et de pouvoir faire des choses incroyables et évoluer. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être en plein dedans, d'évoluer et d'être dans un positionnement. Je me dis, waouh, c'est Orange, c'est l'opérateur qui touche, qui permet à tout le monde de communiquer, qui permet à tout le monde d'échanger des services. Ça permet d'être exposé, de pouvoir changer la vie de millions de personnes. Poser des applications qui vont être utilisées par des millions de personnes, mettre en place des services, par la fondation, réaliser des actions, des programmes qui vont impacter des millions. Je me dis, mais tiens, je suis déjà à un positionnement où je peux impacter des millions de mes concitoyens. Pour moi, c'est déjà génial. C'est de se dire, mais le chemin, il n'est pas encore bouclé. Il y a encore la possibilité d'évoluer, de toucher encore plus de personnes et de faire des actes, des actions qui vont impacter encore plus de monde, d'avoir des projets encore plus beaux. Donc, pour moi, c'est vraiment l'objectif. Comment avoir des projets encore plus intéressants, comment avoir une vue encore plus intéressante, comment impacter localement et à l'international, etc. Donc, pour moi, c'est dans le chemin dans lequel on se retrouve. Si jamais on fait cette entrevue encore dans 5 ans ou 10 ans, il y aura encore beaucoup plus de belles choses à raconter, j'espère. J'espère. Et merci, M. Bomba, pour le temps que vous nous avez. Merci à vous.